Je passe la barre des 3,3 millions. En janvier, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,1%, soit 4 800 demandeurs d'emploi de plus. Le code pénal nouveau est arrivé, il entrera en vigueur demain et il remplacera le fameux code Napoléon qui date de 1810, renforcement de la répression, notamment celle des chauffards. Et puis à partir de ce soir, sur France 2, premier épisode de Charlemagne. Nous retrouverons dans un instant Annie Dupéret, Berthaud Grandpied et son fils Christian Brindel, son fils Charles le Grand. Tout est grand dans cette grande fresque historique à 20h50. Madame, Monsieur, bonsoir. Première intervention musclée de l'OTAN en Bosnie. 4 avions serbes ont été abattus, probablement venant de Bosnie. Des avions qui bafouaient ouvertement la résolution de l'ONU interdisant tout survol de la Bosnie. Tout de suite les faits avec Philippe Rochaud. Tout a commencé par une alerte aérienne sur la petite ville de Novi Travnik en Bosnie centrale, dont les forces croates et musulmanes se disputent le contrôle. 6 avions serbes bosniaques partis de Banja Luka viennent bombarder une fabrique de munitions tenue par les forces musulmanes. C'est une violation flagrante de l'interdiction de vol au-dessus de la Bosnie décidée par les Nations Unies. La présence de ces avions serbes d'appui au sol de fabrication yougoslave est détectée par les avions radars AWACS de l'OTAN qui surveillent 24 heures sur 24 l'espace aérien bosniaque. Et pour la première fois depuis 22 mois de guerre en Bosnie, les forces de l'OTAN décident d'intervenir. 2 F-16 américains du même type que ces appareils décollent de la base d'Aviano dans le nord de l'Italie. Ils interceptent les 6 avions serbes et lancent les 2 sommations d'usage. Pas de réponse, l'ordre est donné d'abattre les appareils. 4 de ces Galeb, les mouettes en serbe, sont frappés par 6 missiles air-air. Et voilà ce que l'un des 2 pilotes de F-16, qui à lui seul a abattu 3 avions serbes, a pu voir sur son écran. L'acquisition de l'objectif, le tir du missile et l'indication que la cible a été touchée. Face aux chasseurs américains, les appareils serbes d'appui au sol n'avaient aucune chance. 2 d'entre eux ont pu échapper au tir et une vingtaine seraient encore en état de marche. Ce n'est pas la première fois que des avions serbes ou des hélicoptères violent ainsi l'espace aérien bosniaque pour de courtes missions, mais c'est la première fois depuis la naissance de l'OTAN en 1949 que l'Alliance a frappé. Depuis un certain nombre de semaines, certains attendaient ou redoutaient, selon certaines réactions musclées de l'OTAN. Alors comment réagit-on du côté de l'état-major de la force ONU? Réponse avec notre envoyé spécial à Sarajevo, Gilles Rabin. La seule réaction officielle ici, c'est le passage en alerte jaune ce matin pour les casques bleus de Sarajevo pendant 2 petites heures. C'est le 2e niveau d'un système d'alerte qui en compte 3, vert, jaune et rouge. Hors caméra, les officiers sont un peu plus bavards et ils se montrent pas mécontents du tout de la destruction en vol de 4 avions serbes. D'une part, parce que cette frappe montre à ceux qui auraient pu en douter ici que la détermination de l'Occident reste totale. D'autre part, parce que la frappe a eu lieu à Banja Luka dans le nord de la Bosnie et pas à Sarajevo et qu'elle ne remet donc pas en cause directement la trêve fragile que connaît la ville assiégée depuis la mi-février. Tout le monde attendait avec une certaine inquiétude la réaction de Moscou. Radovan Karadžić est arrivé en fin d'après-midi. Une réaction somme toute prudente et mesurée des dirigeants russes qui condamnent même officiellement ceux qui ont violé les résolutions de l'ONU. Mais aussi réaction mitigée et mesurée du leader des Serbes bosniaques, apparemment bien décidé à minimiser cet incident. À Moscou pour France 2, Dominique Derda. Radovan Karadžić arrive à Moscou avec la mine des mauvais jours et le sourire forcé. Sa visite était prévue depuis la semaine dernière, mais on ignorait alors que l'OTAN interviendrait dans le ciel bosniaque contre l'aviation serbe. Alors il se contente de généralités, comme si de rien n'était. Il souligne, ce que chacun sait déjà, le rôle important de la Russie dans le processus de paix. Mais quand on lui demande quelques explications sur ces avions de combat, il répond, embarrassé, « Eh bien, nous n'avons pas d'informations complètes à ce sujet, je ne souhaite parler que du processus de paix. » Mal à l'aise, Karadžić. Il sait que cette fois la Russie ne peut se permettre de le soutenir et il ne se trompe pas. Andrei Kozyrev, le ministre des Affaires étrangères, est catégorique. Quelle que soit la partie qui a survolé la Bosnie en violation des résolutions de l'ONU, c'est elle qui porte l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Les Russes ont donc choisi la fermeté. S'ils se réjouissent d'avoir la confiance des Serbes, ils ne veulent en aucun cas avoir l'impression que ces derniers ne tentent d'en abuser. Radovan Karadžić, sans nul doute, va donc ce soir entendre parler du grand frère russe.
Édouard Balladur, qui était aujourd'hui à Toulouse, a réagi à la destruction inévitable à ses yeux des 4 avions serbes par les appareils de l'OTAN. Pour le Premier ministre français, il est temps, je le cite, que toutes les parties intéressées se rendent compte que leur intérêt commun, c'est le rétablissement de la paix. À Washington, le président américain a souligné la gravité de la violation de la zone d'exclusion aérienne en Bosnie. Bill Clinton a tenu à préciser que tout avait été mis en œuvre pour éviter d'ouvrir le feu. Ce n'est peut-être qu'un simple hasard, mais les offensives des troupes serbes de Bosnie ont redoublé de violence aujourd'hui, avec notamment le bombardement de Baglaj et du bastion musulman de Tuzla, et plus particulièrement de l'aéroport de cette ville, que les casques bleus désespèrent de réouvrir aux convois humanitaires. Reportage de nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier, Jean-Marie Lemaire. Plus de peur que de mal, des dégâts matériels, mais ni morts ni blessés graves, ce bombardement sur la ville et surtout sur l'aéroport de Tuzla ressemble plus à un avertissement qu'à une vengeance. C'est l'aéroport qui était visé, grenades et obus de mortier, en tout 14 impacts autour de la piste, des vitres brisées et quelques cratères de plus. Les lignes serbes ne sont qu'à 9 km et les coups sont partis presque à coup sûr de chez eux. Mon capitaine, est-ce que vous pensez que c'est une revanche des Serbes ? Penser que c'était une rétorsion, une revanche des Serbes serait de la spéculation. Parce que nous avons déjà été bombardés, ou bien l'aéroport de Tuzla a déjà été bombardé plusieurs fois. Avertissement et non vengeance, il faut dire que depuis 3 jours, des chars lourds Léopard de l'armée danoise sont arrivés à Tuzla. Première étape vers la réouverture de l'aéroport. Ils sont pour l'instant stationnés près de la ville, mais leur destination finale est évidemment la zone aéroportuaire. Grâce à leurs capteurs, à leurs moyens de détection, ils y seront utilisés comme plateforme d'observation mobile. Et grâce à leurs canons de 120 mm, ils serviront aussi à la protection. Ce bombardement va peut-être accélérer le déploiement des chars Léopard sur l'aéroport de Tuzla, un déploiement qui pour l'instant n'est prévu que pour les semaines qui viennent. La crise au Proche-Orient, François Mitterrand a envoyé ce week-end des messages à Yitzhak Rabin et Yasser Arafat dans lesquels le chef de l'État dénonce, je cite, l'abominable massacre d'Hébron. Conclusion du président français, des progrès vers la paix sont plus que jamais urgents. Pour le moment, le processus de paix semble bloqué. Le Premier ministre israélien a lancé ce matin un vibrant appel aux Palestiniens pour les inviter à revenir à la table de négociation malgré le sang et les larmes. Refus pour l'instant de l'OLP. Yasser Arafat, en visite à Alger, a de nouveau accusé l'armée israélienne de complicité dans ce carnage. Sur le terrain, dans les territoires occupés, on assiste à une reprise spectaculaire de l'intifada. Reportage de nos envoyés spéciaux, Olivier Lerner, Alon Grégo. On a vu ça dans Jérusalem aujourd'hui. Petite tape amicale d'un soldat israélien dans le dos d'un Palestinien. Mais on a vu ça aussi, et c'est moins confraternel. D'un côté comme de l'autre, les réflexes de la révolte des pierres sont restés intacts. Les hommes n'ont pas perdu la main. Les jeunes Palestiniens utilisent toujours la même méthode, le harcèlement avec des lance-pierres, au mieux. L'armée n'a pas changé de tactique, lance-grenades, balles en caoutchouc, et si ça dégénère, balles réelles, mais ce n'est pas encore le cas. Moi je suis du Fatah. Tous les copains dans cette rue sont du Fatah. Mais le Fatah de Yasser Arafat soutient les négociations de paix. Nous voulons que nos chefs suspendent les discussions jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée avec les colons. On a dû écourter cet entretien. Un inspecteur de l'ONU est là juste en face, un peu par hasard. Il est débordé depuis 3 jours. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est évidemment une reprise de l'intifada, comme par exemple au début 1988-1989, ce qui va se passer maintenant, on ne sait pas. Tous les quartiers arabes de Jérusalem se sont embrasés aujourd'hui. On a relevé une vingtaine de blessés légers côté palestinien. Les bilans réapparaissent, comme au bon vieux temps de l'intifada. Cette odeur de poudre qui traverse le pays était prévisible. Après le massacre de Hébron, les Palestiniens ont sans doute voulu marquer le coup. Ce qui est tout à fait imprévisible, c'est demain. Après-demain, plus personne ne sait aujourd'hui si l'on reverra un jour Arafat et Rabin main dans la main. Je vous le disais en effet il y a un instant, Yasser Arafat refuse pour l'heure de revenir à la table de négociation avec les Israéliens. Il faut dire que le chef de l'OLP est soumis à très forte pression dans l'opinion publique arabe. Ces images venues de Beyrouth avec une manifestation spectaculaire du Hezbollah, plus que jamais hostile au rapprochement entre Israël et la centrale palestinienne. Manifestation de colère également en Syrie aujourd'hui dans un camp de réfugiés palestiniens.
Un Boeing 727 d'Air Algérie a été détourné aujourd'hui sur Alicante, dans le sud de l'Espagne, par 3 pirates de l'air qui auraient demandé l'asile politique à l'Espagne. Il y avait 127 personnes à bord. En milieu d'après-midi, les pirates ont libéré 12 passagers avant de se rendre 2 heures plus tard à la garde civile, qui a donc libéré les 115 otages encore à bord. C'est le premier détournement vers l'étranger d'un avion de la compagnie officielle algérienne. En Algérie, précisément, le maire d'un petit village a été assassiné hier, de même que la directrice d'une école. 24 enseignants ont été assassinés dans des attentats dans un peu plus d'un an en Algérie. Samedi, l'un des principaux, sinon le principal responsable du GIA, le groupe islamique armé, avait été tué par les forces de l'ordre. Jérôme Bonny. Impact de roquettes dans les murs d'une villa algéroise. Visiblement, les fameux ninjas des forces de sécurité n'ont pas lésiné sur la puissance de feu pour venir à bout de celui que le pouvoir considérait comme le plus dangereux des terroristes islamistes. Mourad Sid Ahmed, surnommé Jafar l'Afghan depuis son entraînement en Afghanistan. À la tête du GIA, le groupe islamique armé, il avait pris pour cible les intellectuels et islamistes trop modérés à ses yeux, ainsi que les étrangers, tous espions en terre d'islam, selon ses propres termes. C'est le GIA qui avait revendiqué l'enlèvement en octobre dernier de 3 agents du consulat de France, libérés une semaine plus tard, porteurs d'un ultimatum menaçant tous les étrangers. Se croyant à l'abri dans cette villa entourée d'un verger, Jafar l'Afghan avait réuni 9 autres activistes du GIA. Ils ont tous succombé à l'assaut. De nouveaux martyrs pour les extrémistes. Ce matin, la presse algérienne salue une grande victoire du pouvoir. Samedi après-midi, au moment même de l'opération, le président Zerwal faisait à la tête de son premier conseil des ministres un appel à la concorde nationale. Même si rien n'est joué, le nouveau président a fait un pas vers le double objectif qu'il s'est assigné, frapper très fort la guérilla islamiste, mais en même temps, par des mesures de clémence, engager le dialogue avec la branche politique du mouvement islamique. En France, le chômage a augmenté au mois de janvier de 0,1%, soit 4 800 demandeurs d'emploi supplémentaires. Le chômage a donc franchi ce mois-ci la barre des 3 300 000, puisqu'au total, 3 307 000 personnes sont actuellement à la recherche d'un emploi, soit 12,2% de la population active française. Un chômage qui touche toutes les branches d'âge, à commencer par les jeunes. Bon an, mal an, environ 200 000 étudiants sortent de l'université, le plus souvent pour aller pointer directement à la NPE. Les diplômes ne sont plus en effet un viatique pour trouver un travail. Reportage Luc Bazizin, Jean-François Chevet. Richard Tulinski a 27 ans. Il est ingénieur. Son domaine, les structures métalliques. Trop spécialisé, disent certains, trop qualifié, diront d'autres. Aujourd'hui, il est au chômage. Tout ce qu'il a en poche, c'est son diplôme niveau Bac+6. Il ne suffit pas de se présenter avec un morceau de papier, une espèce de carte de visite qui obligera le futur employeur à vous prendre parce que vous êtes ingénieur ou vous êtes diplômé de telle école. La demande devient nettement supérieure à l'offre, ce qui fait que les employeurs disposent d'un vivier important de cadres diplômés. Et ce qui fait qu'en fait, là encore, il devient très dur de décrocher un bon boulot bien payé aujourd'hui. Alors, nombreux sont ceux qui remplissent leur petite feuille. Le diplôme ne suffit pas, les employeurs veulent aussi de l'expérience. Ils veulent quelqu'un qui soit immédiatement opérationnel, soit le mouton à 5 pattes, soit le mouton à 10 pattes, selon leurs exigences et leurs caractéristiques. À 295 francs seulement au lieu de... Odile Bessler, elle, a un DEA d'économie, rien à voir avec le télémarketing. Et pourtant, elle préfère être sous-employée plutôt que de rester au chômage. Je pouvais normalement avoir des salaires de 10 à 15 000 francs pour commencer et j'ai accepté des postes qui donnent un salaire inférieur de 50%. Sur les CV que je reçois, la proportion aujourd'hui, en 94, est de 20% de personnes qui ont un profil Bac+4, Bac+5. Trop qualifié pour ce genre de poste. Et pourtant, bon nombre de diplômés préfèrent cette solution, tout sauf le trou noir du chômage. Mobilisation générale des syndicats contre le CIP, le désormais fameux contrat d'insertion professionnelle qui s'apparente pour ses adversaires à un SMIC jeune qui n'ose pas dire son nom. La CGT, la CFDT, FO, la CFTC et le syndicat étudiant UNEF-ID demandent tous au gouvernement de retirer les décrets d'application de ce CIP. Tout de suite le point avec Éric Monnier. Pourquoi faire uni quand on peut faire disperser? Les syndicats sont tous d'accord,
pour exprimer leur désaccord à Édouard Balladur et ses contrats d'insertion professionnelle. Aussi, cet après-midi de mobilisation a commencé au siège de la CFTC. Là, on trouvait les 4 grands syndicats professionnels, dits réformistes. Seule la CGT n'avait pas été invitée. Organiser la riposte, montrer sa détermination, à 3 jours seulement de la table ronde de l'hôtel Matignon, les syndicats ne voulaient pas entendre parler d'aménagement ni finasser sur des questions de vocabulaire. Il s'agit de l'instauration d'un SMIC jeune à 3 790 francs par mois, pénalisant pour l'ensemble des jeunes et des salariés. C'est une attaque portée au SMIC lui-même, qui permettra aux entreprises de déroger aux accords conventionnels sur les salaires et les classifications, notamment pour les jeunes diplômés. À quelques centaines de mètres de là, un peu plus tard dans la soirée, le syndicat étudiant UNFID recevait lui aussi. Autour de la table, tous ceux qui n'avaient pas été invités par les ténors du syndicalisme, CGT en tête, mais aussi quasiment toutes les organisations d'enseignants. Celles-ci ne sont pas conviées jeudi à Matignon, alors elles s'invitent. Nous avons décidé de manifester le 3 mars à Matignon, devant Matignon, et on appelle l'ensemble des étudiants, des lycéens, des élèves en IUT, en BTS, qui sont touchés par ce SMIC jeune, à venir manifester. On appelle par ailleurs à la constitution d'un comité national pour le retrait du décret instaurant le SMIC jeune, parce que c'est véritablement un scandale. Avis de tempête jeudi devant et dans Matignon, à moins que le gouvernement ne désamorce une nouvelle fois la crise avant la manifestation, comme il l'avait fait pour l'école privée. En déplacement à Toulouse, où il était venu signer un contrat de plan avec la région Midi-Pyrénées, Édouard Balladur a défendu à nouveau et vigoureusement les contrats d'insertion professionnelle pour les jeunes. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Yves Barbe. Lorsque ces visites sur l'aménagement du territoire prennent des allures de bain de foule électoral comme à Toulouse cet après-midi, à l'évidence, Édouard Balladur savoure. Mais lorsqu'entre 2 visites officielles, la polémique sur les contrats d'insertion professionnelle pour jeunes le poursuit jusqu'à Toulouse, alors là, c'est sûr, Édouard Balladur n'apprécie plus du tout. J'aimerais bien que l'on mette fin à cette sorte d'hypocrisie qui consiste à la fois à se lamenter sur le chômage des jeunes que nous avons trouvé, c'est pas nous qui l'avons créé, et que nous essayons de résorber, et en même temps de critiquer toutes les mesures que l'on veut prendre lorsqu'on veut en prendre pour offrir un emploi, un revenu, une formation à des jeunes. Pour attaquer la gauche qui qualifie ces mesures de SMIC jeune, Édouard Balladur à Toulouse était entouré de ses ministres et de son allié centriste Dominique Baudis. Une occasion pour insister sur le bilan d'une année au gouvernement, sur la progression ralentie du chômage. C'est un bilan, c'est aussi un argument de campagne. Contrairement aux craintes des conjoncturistes, l'activité économique a continué de progresser à la fin de l'année 93. La sortie de la récession se confirme donc, mais ce mouvement est très timide et surtout, Françoise Laborde, les répercussions sur l'emploi de ce redémarrage sont beaucoup plus lents en France que chez nos partenaires étrangers. En effet, la France a ceci de particulier qu'on licencie plus vite chez nous et qu'on embauche moins vite. Aux États-Unis ou en Allemagne, dès que l'économie repart, ça se traduit par des créations d'emplois. En France, il faut une croissance forte, il faut que la locomotive avance vite, plus de 3% pour que ça se répercute en termes d'emploi, et encore avec un délai assez long, 6 mois en moyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui où la croissance frémit à peine, il faut se contenter de colmater les brèches. Toutes les tentatives faites pour stopper cette dégradation du chômage, traitement social, apprentissage, et aujourd'hui le CIP, objet de vives polémiques, c'est un SMIC allégé selon ses détracteurs, étudiants et syndicats. Depuis longtemps, on n'avait pas vu une réaction aussi forte, toutes tendances syndicales confondues. Mais en face, une bonne partie des dirigeants considèrent que si on n'arrive pas à s'en sortir autrement, il faut assouplir les règles de l'embauche. Alors, avec ces deux attitudes, on a un peu l'impression d'aborder un moment de vérité. Ce que redoutent les syndicats, c'est que, au nom de la création d'emplois, ces assouplissements ne soient généralisés, tant il est vrai que l'indicateur chômage est devenu dans ce pays un baromètre clé, aussi bien économique que politique, bien sûr. Merci Françoise Laborde, bienvenue à bord. Et une petite question indiscrète, qu'est-ce que vous faites ce soir? Je vais voir mon bébé. C'est bien, non, c'était pour vous dire que vous aviez encore une soirée pour faire votre déclaration de revenus. Elle est faite. C'est très bien, vous êtes une bonne citoyenne. Déclaration de revenus à poster, je vous le rappelle, absolument avant demain minuit. En cas de retard, je vous le rappelle, majoration de 10% sur le montant de l'impôt. 3 jours après l'assassinat hier du député UDF Yann Pia, les enquêteurs semblent privilégier la piste locale. Entre guillemets, les enquêteurs orientent apparemment leurs recherches vers le milieu varois. À la veille des obsèques, le climat est assez tendu là-bas. Reportage de nos envoyés spéciaux, Patrice Velay, Christophe Vignal. Des témoignages par centaines en hommage à Yann Pia.
l'émotion, mais aussi la colère. Hier et le Var, confrontés à la violence, certains refusent et dénoncent. Je trouve ça anormal, c'est dommage. Ah oui, ça a changé. Parce que moi, je ne suis pas hierroise, mais je suis ailleurs depuis 7 ans et je trouve que ça a changé. L'ambiance a changé. Oui. C'est sûr que c'est pas très propre, quoi. L'Allon de les Morts, ici, a été installée la chapelle ardente, dans une ambiance recueillie. Ici, et non pas hier, comme un symbole, comme pour mieux refuser une dernière fois la politique locale et ses liens avec le milieu. Ici, les législatives 93 ont laissé des traces. Il y a eu des éléments au cours de la campagne électorale, des personnages qui effectivement ne sont pas des militants classiques. C'est vrai que dans le camp adverse, on a vu des gens qui étaient sans doute des petits voyous, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus dire que le système politique de ce département est complètement verrouillé. Pour preuve des tensions locales, un tract anonyme distribué à Hier aujourd'hui. Il implique un homme politique local dans l'assassinat. Demain se dérouleront les obsèques du député. Certains ne seront pas présents, indésirables, selon le souhait express de la famille de Yann Pia. Après cet assassinat, à noter également la réaction courroucée du ministre de l'Intérieur Charles Pasqua qui accompagnait le Premier ministre à Toulouse. Ne doutez pas de la volonté des pouvoirs publics non seulement d'éclaircir cet assassinat et de faire en sorte que les responsables soient punis, mais également d'assainir cette région. Nous avions commencé à le faire à Marseille il y a quelques semaines et nous le ferons sur l'ensemble de cette région comme partout où cela sera nécessaire. Nouveau rebondissement dans l'affaire Médecin. En première instance, la justice uruguayenne a en effet approuvé l'extradition de l'ancien maire de Nice, réclamé, vous le savez, par les autorités françaises. Le problème, c'est que l'Uruguay n'a pas signé de traité d'extradition avec la France et Jacques Médecin, qui bien entendu a fait appel, entend bien faire de la résistance juridique. Rappel des faits avec Anne Mourgue et Valérie Hermite. Dans sa prison, Jacques Médecin se montrait inquiet, tendu. Il redoutait la décision de la justice uruguayenne. Jacques Médecin, réclamé par la justice française, soupçonné d'ingérence, détournement de fonds publics, corruption. L'ancien maire de Nice avait trouvé refuge ici, en Uruguay, en septembre 90, après ses démêlés avec les juges français. La décision d'extradition ne surprend pas vraiment sa famille. J'ai un sentiment très profond d'injustice. Après, je ne dis pas que mon frère soit un être parfait, mais je pense que d'autres en ont fait largement autant. Vous êtes triste ce soir? Ah, très triste, très malheureuse. À Nice, la classe politique n'a pas souhaité réagir publiquement ce soir. La population semble partagée. Je crois que c'est un homme qui a fait beaucoup de bien dans la ville. Maintenant, s'il est extradé, je ne sais pas, complot politique ou je ne sais pas. Extradé? S'il a des comptes à rendre, il faut qu'il les rende. S'il n'a rien à rendre, il sortira blanchi, puis c'est tout. Voilà. Du fond de sa prison, Jacques Médecin a prévenu, il se battra contre cette décision jusqu'au bout. D'abord, il va faire appel. Si l'extradition est confirmée, il utilisera alors toutes les procédures à sa disposition pour ne pas revenir en France. Ultime recours, une demande d'asile politique à l'Uruguay, voire à d'autres pays. Tout cela pourrait prendre des mois. Il pourrait s'écouler encore beaucoup de temps avant que Jacques Médecin ne revienne à Nice. Menottes au poignet, sa hantise. Demain 1er mars entre en vigueur le nouveau code pénal. Après 18 années de travail, de réflexion, de discussion parlementaire, le code Napoléon datant de 1810 va être passablement chamboulé. Commentaire Dominique Verdeillan. Sire, dans moins de 4 heures, vous allez peut-être perdre de votre superbe. Resterez-vous demain de marbre à la lecture d'un code pénal qui met fin à celui que vous aviez engendré il y a 184 ans? Signe des temps, des infractions quittent le petit livre rouge. Mendier, vagabonder ne sont plus des délits. En revanche, participer à la production et au trafic de stupéfiants devient un crime. Sachez, sire, que si un républicain avait fait des graffitis sur la Malmaison, cela lui en aurait coûté 25 000 francs d'amende. Introduire un virus dans un réseau informatique, 3 ans de prison, le progrès, sire, rien que le progrès. Les hommes n'ont pas changé. Le droit de cuissage est une expression devenue désuète. On dit promotion canapé ou harcèlement sexuel. Résultat, 1 an de prison.
Autre nouveauté, les personnes morales, celles d'une entreprise par exemple, pourront être poursuivies. Autrement dit, peut-être la fin des lampistes lors des procès de catastrophe. Sire, votre victoire d'Eylau, on en parle encore, mais les hommes se battent toujours. Folie meurtrière, torture, génocide, déportation, le crime contre l'humanité est officiellement dans le droit français. Dans le même temps, les jurés se retrouveront face à une nouvelle échelle des peines. Perpétuité réelle pour certains crimes contre mineurs, le viol passe de 10 à 15 ans de prison. J'espère beaucoup que les avocats vont se servir de toutes les possibilités que donne ce nouveau code pénal pour essayer de transformer le rapport à la délinquance de notre société et faire en sorte que la seule réponse qui soit donnée ne soit pas toujours la prison, dont on sait qu'elle est par nature facteur de récidive. Enfin, un vieil adage que vous aviez imposé, sire, disparaît. Nul n'est censé ignorer la loi, n'est plus de mise. Le justiciable a droit à l'erreur. Mais sire, réjouissez-vous, il nous reste votre code civil. L'ensemble de la presse française souligne ce matin le bilan assez désastreux de la délégation française aux Jeux de Lillehammer. Libération parle même d'un retour en chasse-neige. Si nos skieurs sont revenus de Norvège les spatules en berne, les fabricants de ski peuvent au contraire pousser un gros cocorico. Rossignol et sa filiale Dynastar ont en effet raflé ensemble les 2/3 des médailles en ski alpin. Yann Lavoie. Remporter une médaille aux Jeux, ils en rêvaient, ils l'ont fait. Et beaucoup l'ont fait chausser de ski français sur des fixations françaises dans des chaussures françaises. À l'heure du bilan, le groupe Rossignol se taille la part du lion. Les skis Rossignol et Dynastar ont récolté 22 médailles en ski alpin sur 36 décernées. Ça fait du 61%, c'est énorme. En ski nordique, ce n'est pas mal non plus, 20 médailles. Myriam Bédard, Manuela Dicenta ou Anne Briand ont fait résonner le chant du Rossignol. À l'usine de Grenoble ce matin, c'est avant tout un sentiment de fierté qui régnait. Car c'est ici que l'on prépare le matériel des champions. Moi je travaille pour gagner. Et au bout du compte, ça paye. Ces victoires stimulent les employés, elles stimulent aussi les ventes. D'ailleurs, le groupe Rossignol a apprécié tout particulièrement les médailles des Américains, Tommy Moe et Diane Roth, en descente. Elles vont permettre de relancer les ventes sur le marché nord-américain. Car Rossignol s'exporte bien. L'an passé, le groupe a vendu 1 300 000 paires de skis à l'étranger, seulement 300 000 en France. Rossignol n'a plus à faire ses preuves chez nous, Merle et Picard sont d'ailleurs équipés par une autre marque française, Salomon, qui n'a obtenu qu'une seule médaille grâce à Edgar Gros-Piron. Mais Salomon est surtout connu et apprécié pour ses fixations. En ski alpin, 11 médaillés en étaient équipés. En ski nordique, les fixations Salomon ont raflé 83 médailles. Enfin, il y a Dynamique. Aucune médaille pour cette autre marque française qui avait parié sur la jeunesse de Mélanie Suchet. Mais à Albertville, Dynamique était montée sur le podium grâce à Merle et Picard. Bref, nos sportifs n'auront pas cette excuse. Le matériel français est le meilleur. Il l'a prouvé sans les Français. France 2 vous propose de passer 3 soirées, 3 lundis de suite en compagnie du grand Charles, Carolus Magnus, dit Charlemagne, empereur des Français, en l'an 800, un fameux coureur de jupons qui s'est transformé progressivement en grand homme d'État. Ce soir donc 20h50, le premier des 3 épisodes de cette grande saga consacrée aux 32 ans de règne de Charlemagne. 3 mois de tournage en Hongrie pour cette super production européenne tournée en anglais. Budget 85 millions de francs, un record, 53 acteurs, 3500 figurants et 500 chevaux, etc., etc. Dans un instant, nous retrouverons nos 2 invités, Annie Dupéret, alias Berthaud Grandpied, et Christian Brindel, alias Charlemagne. Tout de suite, un petit extrait. Non, Charles. C'est ton sang. Rien de tout ça n'est ta faute, Pépin. La vie aussi s'est jouée de toi. Voilà, 3 lundis de suite, France 2 va donc se consacrer à la réévaluation du franc. Christian Brindel, bonsoir. Vous faites combien? Vous mesurez combien?
1,86 m. Oui, parce qu'il y a encore une énigme historique Oui, sur la taille absolument, exacte de Charlemagne. Certains disaient qu'il dépassait les 2 mètres. Bah oui, parce qu'on prend l'unité de mesure par rapport à son pied. Alors il y en a qui disent qu'il faisait 5-6 fois son pied. Si la vérité du pied de sa mère, alors là... Mais j'ai les grands pieds, mais je ne mesure pas 6 fois la grandeur de mes pieds. Votre maman. Oui, qui a un grand pied aussi. Il y avait un grand pied. Singulier. Bien. Vous êtes venu sans votre barbe fleurie. Là aussi, c'est une légende. Là aussi, c'est une légende. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on connaît très bien le personnage de Charlemagne à travers 2-3 choses comme ça. Et en fait, on n'en connaît rien du tout. Et ce qui était intéressant, c'était de remplir ces creux de l'histoire avec l'imaginaire d'auteurs comme Marcel Jullian et de faire une véritable fiction qui respecte l'histoire. Avec la transformation progressive de ce charmant jeune homme qui, surtout au début, pense à courir les filles et puis petit à petit prend conscience de ses devoirs d'État. Oui, parce qu'il y a une trajectoire qui est intéressante, hein, et puis il a une maman qui va lui dire... Oui, je suppose que Berthe, qui était un personnage aussi ahurissant, qui est morte, je crois, pour l'époque à 74 ans. Ce qui doit équivaloir à record là aussi absolu. Quand même, maintenant. 2 ans de plus que Charles alors. C'était des personnages hors pair comme ça. Bon, la vie des femmes à l'époque n'était pas quand même rose. Et certainement quand il y avait des personnages comme ça d'une intelligence. Est-ce qu'elle avait l'humour que vous prête Marcel Jullian? On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais ça fait rien. Comme le dit mon partenaire, c'est vraiment une fiction. C'est une fiction et on peut. Ce personnage, je l'aimais beaucoup justement parce que notre metteur en scène Clive Donner souhaitait qu'elle ait en même temps de l'humour et qu'elle règne comme ça à travers son fils et à travers avant son mari Pépin le Bref avec bonne humeur. C'était aussi en même temps très envahissante et très autoritaire. Terrible, puis elle fait des bêtises avec autant d'aplomb que le reste. Christian Brindel, c'est même pour vous une aventure formidable parce que vous avez été choisi pour ce rôle alors qu'on peut le dire, vous n'êtes pas au top de l'affiche, vous jouiez une pièce de Genet et puis là, bon, maintenant les contrats vont se succéder, vous allez devenir une star mondiale. Oh, faut jamais croire ça. En tous les cas, je le regrette pas. Je l'ai prévenu, tu vas rien faire pendant 1 an. Ah bah, c'est pas vrai puisqu'il y a d'autres projets. Eh bah, tant mieux. Oui, bah, c'est une aventure merveilleuse, magnifique, oui. Mais j'ai plus fait du théâtre jusqu'alors parce que le théâtre voulait bien de moi et puis maintenant j'ai l'impression que la télévision et le cinéma a l'air de me faire des petits clins d'yeux, c'est très bien. Je dois dire aussi pour le film que Denise Langlois-Glandier, notre productrice donc de Pâté Télévision, et Clive Donner ont choisi pour la plupart des comédiens de théâtre. Oui. Et il y avait une ambiance sur le tournage, je pense qu'elle se retrouve dans le film, qui était tout à fait formidable, c'était une ambiance de troupe. Et c'est vrai qu'ils avaient choisi des comédiens de la roulotte. Il vaut mieux qu'il y ait une bonne ambiance, ça a duré 3 mois tout de même, hein, donc c'est plutôt bien. Oui, mais les journalistes demandent toujours si effectivement il y avait cette ambiance qu'on prête, parce qu'il est de bon ton de dire, oui, vous savez, c'était un merveilleux tournage. Là, pas de chance, c'était effectivement un tournage formidable, vraiment. Très bien, très bien. Merci Annie Dupéret, merci Christian Brindel. Vous permettez juste dire un petit mot, c'est que je jouais il n'y a pas longtemps une pièce merveilleuse que j'adore qui s'appelle Quand elle dansait de Martin Sherman. Et les gens, à Paris du moins, ont dû être surpris de me voir brusquement disparaître de l'affiche. C'est que cette pièce a eu un petit incident qui n'avait pas grand-chose à voir avec le spectacle, qui en a suspendu les représentations. Mais je pense que nous rejouerons Quand elle dansait de Martin Sherman d'ici quelques temps. On ne peut pas dire où ni quand. Mais voilà, disons que c'était une suspension, je tenais à le dire. Voilà, et vous êtes là en pleine forme. Moi, je voulais juste vous dire une chose, c'est une coproduction européenne et c'est déjà passé en Belgique, en Suisse et en Italie. Et ça a eu un accueil extraordinaire, alors ce serait dommage qu'en France on n'ait pas le même accueil. Il n'y a pas de problème. Donc 20h50, Charlemagne avec le premier épisode de Le Prince à cheval. 22h30, l'émission médicale, savoir plus consacrée ce soir à l'anesthésie et à ses dangers. Demain à 7h50, Gérard Leclerc recevra dans les 4 vérités à 7h50 donc l'ambassadeur d'Israël en France. Dernier journal, Catherine Sellac vers 23h40. Catherine Sellac qui reviendra entre autres sur l'information que je viens d'apprendre, le Fatah qui a décidé la rupture du cessez-le-feu avec Israël dans les territoires occupés. Bonne fête aux Romains. Dans quelques instants, la météo, des averses à l'est, quelques éclaircies à l'ouest, mais surtout une grande douceur, tout comme Sophie Davant. Excellente soirée, merci, à demain et rendez-vous donc 20h50 avec Charlemagne. Merci.